Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qu'on a dédiée cette fois au no-code. On l'a intitulée Product Managers Love No Code. C'est une série de 6 vidéos que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Florent, qui est venu spécialement de Marseille pour qu'on fasse ça ensemble. Ça va Florent? Salut Hugo, ça va super et toi? Très bien, au top. Tu nous en dis un petit peu plus sur ce qu'on va faire pendant ces 6 talks? Du coup, pour cette série, on a invité tout le gratin de la scène du no-code. On parlera du no-code à destination des product managers pour construire des landing pages, des sites vitrines, automatiser des processus, des back-office, des SaaS. Bref, le no-code est sans limite. Pour ceux qui sont intéressés par tout type de contenu autour du product, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube ou vous allez directement sur media.tiga.co. C'est parti tout de suite pour un nouvel épisode. Alors dans cette vidéo, j'ai invité 3 acteurs incontournables de la scène no-code. Le premier, c'est Alexis Kovalenko. C'est un pionnier du no-code en France. Il a créé No-Code France, qui est une communauté qui regroupe pas loin de 6000 personnes qui sont des amoureux du no-code. C'est le cofondateur de Contournement, qui est un organisme de formation no-code dont vous avez, j'en suis sûr, entendu parler. Chaque semaine, il anime Radio Contournement. C'est un podcast qui traite évidemment du no-code. Bon, vous l'avez compris, Alexis, on ne peut pas passer à côté. Il est partout. À ses côtés, il y a Milan Boigard, qui est le fondateur de No-Code Station. C'est une newsletter hebdomadaire française qui te permet de progresser en no-code. Il vient de lancer il y a quelques jours Uncode School, qui est le premier bootcamp intensif qui mêle du product management et du no-code. Et son rêve, il va sûrement vous en parler beaucoup mieux que moi, ce serait de créer un nouveau métier qui est celui de Product Builder. Et le dernier invité aujourd'hui pour compléter cette table, c'est Florent Isidore, alors qui n'est pas seulement un invité, qui est aussi le co-organisateur de cette série sur le no-code. Alors Florent, on se connaît depuis quelques années, depuis son job de Product Manager chez GoJob. C'est quelqu'un qui a lancé et organisé les meet-up LPCX à Marseille. Et en 2020, il a créé une plateforme de contenu que j'espère vous connaissez, qui s'appelle Je suis PM, qui fourmille de ressources passionnantes sur le product. Et la petite nouveauté de 2022, c'est tout chaud, ça sort du four, c'est qu'il a lancé son activité qui s'appelle Super PM, qui est un collectif qui va vraiment vous aider à amener la pratique no-code au sein de vos équipes. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de défricher le sujet globalement. On va parler de l'impact du no-code pour les product managers, de son usage, de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on ne peut pas en faire, des limites du no-code. C'est parti. Alors, on va faire la base de la base. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on a lancé une étude. Donc, on a envoyé à tous les gens qui se sont inscrits à l'événement pour avoir un peu un aperçu de l'état du marché, de la connaissance du marché sur le no-code. Alors, il y a eu un certain nombre de répondants. Je ne sais pas si c'est représentatif de tout le marché, mais en tout cas, ça donne une idée. Et il y a une stat qui remonte, qui est hyper intéressante, c'est qu'il y a que 35% des gens, enfin, il y a 35% des gens qui connaissent juste de nom le no-code, donc il l'a entendu parler, donc c'est quand même pas négligeable. Après, il y a un bon 40% qui ont déjà pratiqué. Mais là, on va commencer par la base de la définition. Donc, petit tour de table, juste pour que vous nous donniez une définition rapide de ce que c'est que le no-code et peut-être déborder un peu sur le low-code, puisque les deux sujets sont quand même souvent assez liés. Qui commence? Allez, Alexis, je crois que c'est toi. C'est de gauche à droite. Alors, je vais parler un peu de l'illustration, mais moi, je dirais très simplement, ma définition du no-code, elle est assez simple. C'est tous les projets numériques, tous les outils, les manières de faire des choses qui auparavant nécessitaient des développeurs, quoi. Et donc là-dedans, on peut englober plein de choses. Et effectivement, le low-code aussi fait partie de ce même mouvement. Mais moi, j'ai choisi cette illustration là, que vous voyez au-dessus de mon nom, qui est une machine de Rube Goldberg. Je ne sais pas si ça parle aux gens. Si vous avez vu les Goonies, il doit y avoir des gens quand même de notre génération qui ont vu les Goonies, c'est la manière dont ils ouvrent la porte. En fait, Rube Goldberg, c'était un dessinateur, un inventeur américain. Et il avait imaginé ces machines qui réalisent une tâche très simple d'une manière délibérément complexe. Et en fait, pour moi, ça symbolise deux choses. C'est d'une part l'approche très modulaire du no-code, en tout cas c'est celle qu'on propose beaucoup chez Contournement, il y en a d'autres, donc d'utiliser différents outils qu'on connecte entre eux, grâce à des outils comme Zapier, Integromat, dont on va parler plus tard. Mais ça montre aussi un petit peu ce côté fun et se montre un petit peu aussi cette créativité, cette ingéniosité qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et ça, c'est pour moi des valeurs, des qualités très importantes dans le mouvement no-code. Mais aussi, et je finirai là-dessus, il faut faire aussi attention un peu au syndrome de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Shiny Object Syndrome,
quand on voit que des choses brillantes, on a envie de tout utiliser. Il y a plein d'outils super sympas et on a envie de les empiler. Et il faut faire attention. Ça, c'est un petit peu mon premier conseil quelque part pour les gens qui débutent dans le no-code. Ne faites pas non plus des choses trop compliquées. Il faut essayer de rester simple, même s'il y a plein d'outils super qu'on a envie de brancher ensemble. Voilà. Top. Top. Bon, bah, le second dessin, je suis obligé de dire que c'était moi. C'est sûr que si effectivement il y a des product designers qui regardent, effectivement, j'ai pas tout donné sur l'illustration, qui est peut-être pas des plus compréhensibles. Ceci dit, je pense que vous reconnaîtrez quand même les bulles et vous avez un ordinateur qui parle à une autre personne. Ce que j'ai voulu illustrer, ce que j'ai essayé d'illustrer en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'IHM, c'est l'interface homme-machine. Et c'est quelque chose qui me parle pas mal en fait dans le no-code. Et puis finalement, ça va être quelque chose qui va venir s'ajouter à ce que dit Alexis et Florent. J'imagine en fait, si on repart un petit peu à l'origine, quand on voulait parler en fait à un ordinateur, c'était un gros truc qui prenait toute une place et puis il fallait bouger les potentiomètres pour programmer une ligne de code ou une fonctionnalité. Puis ensuite, on a eu en fait un terminal et puis on a utilisé le shell en fait pour faire ça. Ensuite, on a eu, pour les développeurs, s'il y en a dans la salle qui nous regardent, on a eu par exemple VS Code, des IDE, des éditeurs de code en fait qui nous permettaient de faire ça. Et puis aussi, on a eu le fameux Excel qui permettait de faire des calculs sans passer par un terminal ou autre chose pour parler à un ordinateur. Et en fait, moi, la manière dont je vois le no-code, en fait, ou plus exactement les outils no-code, c'est le fait d'apprendre c'est pour moi une sorte de nouveau langage en fait pour parler aux machines. En fait, un langage qui serait plus proche de l'humain et qui rend en fait la machine plus accessible à ce qu'on pourrait appeler le commun des mortels, ce qui n'était pas vraiment tellement le cas. Avant, on était cantonné aux développeurs, et puis forcément avec les langages qui sont devenus de plus en plus faciles à prendre en main, il y a de plus en plus de développeurs, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on était un petit peu contraint par ce code, et aujourd'hui avec les outils no-code, on a une sorte de nouveau langage qui nous permet de parler encore plus facilement aux machines. Alors, c'est pas parce que effectivement c'est un langage qui est peut-être plus facile à apprendre, en fait ça n'en reste pas moins un langage qui est exigeant. De mon point de vue, en fait, je fais partie de ceux qui considèrent qu'en fait, si tu comprends pas vraiment les principes ou les gros concepts de la programmation, je pense que ça va être difficile de faire du no-code professionnel, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je défends encore une fois avec le profil de product builder. Mais voilà, en fait, pour le dire assez rapidement, le no-code, moi, comme je le vois, c'est finalement une sorte de nouveau moyen de parler à un ordinateur de manière encore plus accessible que ça ne l'était avant. C'est ce que permettent en fait ces outils, et c'est la promesse de ces outils, et c'est ça que je trouve assez incroyable dedans. Voilà pour ma définition rapidement, et puis Florent, je te laisse terminer. Alors moi j'ai une illustration qui est un peu moins philosophique que celle d'Alex. On est sur des jouets qui ont sûrement bercé votre enfance, en tout cas la mienne. Les Lego, les Kapla, les Kinex. Pour moi, j'assimile ça à des outils no-code. On est vraiment sur un petit peu la métaphore d'assembler des briques qui sont déjà préexistantes pour arriver à construire une voiture, une maison, plein d'éléments de différentes formes. Et finalement, en fait, ces différentes briques, elles ont différentes couleurs, différentes formes. Et c'est grâce à elles, on arrive du coup à construire la solution qu'on souhaite faire. On peut même, si on le souhaite, par exemple dans les Lego, rajouter des petits moteurs quand on veut un petit peu automatiser des mouvements. En fait, pour moi, ça représente bien l'univers du no-code où, en tout cas, on prend plaisir à construire des solutions. C'est ça qui est vraiment fun. Alors, je pense que les développeurs prennent aussi plaisir, mais on y prend encore plus plaisir grâce au no-code. Et on arrive, en fonction de ces briques, à construire la petite solution qui berce notre enfance et qui répond à des besoins personnels ou de nos différents utilisateurs. Donc, voilà un petit peu l'image. Ok. Mais messieurs, une question à vous poser, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté comme ça dans l'écosystème, il y a toujours des vieux grincheux, dont je fais peut-être partie. Alors, je ne suis pas si vieux, mais je peux être grincheux, qui disent, ouais, qu'est-ce que ça a de nouveau, tout ça? Est-ce que ce n'est pas une terminologie un peu à la mode? Moi, je repensais, je crois que mon premier site internet, j'ai dû le coder il y a un peu plus de 20 ans maintenant. À l'époque, je le faisais sur Dreamweaver. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Dreamweaver. Et je repensais aussi à un outil qui s'appelle WinDev. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs WinDev qu'il y avait dans les magazines, qui aujourd'hui ne passeraient plus pour des raisons évidentes, puisque c'était des pubs où il y avait une boîte de logiciels qui était la plateforme WinDev, et devant, il y avait une espèce une femme mannequin en talons aiguilles pour vendre le logiciel. Donc, autant dire que ça ne passerait plus vraiment. C'est quoi la différence entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'il y avait déjà il y a 20 ans qui permettait de créer des applicatifs ou des sites web front sans vraiment toucher au code?
Vas-y. Je vais commencer par répondre. Je pense que la réponse est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade en fait où finalement, on a un stade de maturité des outils, on a un stade de maturité des navigateurs et les outils qu'il y avait à l'époque, pour ceux qui avaient testé Dreamweaver, donc c'est pareil, je ne sais pas si je suis vieux non plus, mais et je m'en souviens quand j'avais 15 ans, j'avais commencé à regarder ce truc-là et finalement, je n'avais pas compris grand-chose et puis on ne pouvait pas en faire grand-chose en fait. Ça faisait du Avec, code mais bien sale. ouais, voilà, c'est ça exactement. Bon, à l'époque, je faisais même pas encore de dev, donc à la limite, je voyais pas trop. Mais c'est surtout que aujourd'hui, on arrive à un stade où les outils sont capables d'être beaucoup plus qualitatifs sur le code qu'ils produisent. On a à côté de ça, en fait, des navigateurs qui sont beaucoup plus performants pour pouvoir gérer en fait ce genre de projet. On a évidemment toute l'émergence du cloud, parce que bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, aujourd'hui, toutes les solutions qu'on va trouver, hein, si je parle de Webflow, de Bubble, d'Integromat, de Zapier, c'est des solutions qui sont basées sur le cloud. Donc aujourd'hui, on est à un stade de maturité sur ça. Et je pense qu'on est à un autre stade, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, où effectivement, aujourd'hui, le concept d'API est quelque chose de mûr et quelque chose qui fait que les applications sont capables aujourd'hui de communiquer beaucoup plus facilement que ça ne l'était avant. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où ces outils no-code sont en plein essor. Donc, finalement, c'est plus un progrès technologique que... Enfin, c'est pas une nouveauté en tant que telle, quoi. Moi, j'ajouterais quand même... Moi, j'ajouterais quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Milan. J'ajouterais un dernier truc. Je pense que pour moi, ce qui est aussi très différent, c'est l'UX. C'est l'UX, la manière de faire, toute cette programmation visuelle aussi est quand même extrêmement poussée. Quand on regarde des outils comme Adalo, par exemple, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement bien designé, qui rend accessible la création d'applications mobiles quasiment à tout à chacun. Si on prend un outil comme Bubble, j'ai vu des gens le citer dans les commentaires, certains disent que c'est un outil low-code ou pas, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais par contre, c'est vrai que c'est un outil qui nécessite de la formation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des formations comme celle de Milan qui existent pour se familiariser. C'est un outil qui est aussi plus âgé, donc c'est aussi ce qui s'explique, mais on voit une nouvelle génération d'outils no-code, des outils comme Glide, etc. Pour moi, c'est une révolution de l'UX permise par tous les critères, toutes les choses techniques qu'a évoqué Milan, quoi. Okay. Et je pense qu'on pourrait rajouter aussi un point qui est important parce que finalement, ces outils no-code ont commencé vraiment à exploser. Alors finalement, il est partout, mais au moment du Covid, au moment où on s'est retrouvé un peu chez nous, à se demander ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait aider à mettre en place des projets. Je ne pense pas que les plus gros projets no-code ont eu vraiment du succès au moment du Covid, mais il y a eu un vrai moment. En tout cas, dans la courbe, quand on regarde, en tout cas, même dans les trends, dans les trends Google, ce moment-là où on a cherché des outils no-code parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas ces compétences de dev et qui avaient besoin, à cause de ce distanciel, d'essayer de créer des choses en ligne. Et c'est à ce moment-là moi, c'est à ce moment-là vraiment que je daterais, on va dire, un intérêt véritable pour le grand public sur ces outils-là. Très clair. Et je m'excuse de tout le name dropping parce que je vois le commentaire de Clara. Exactement. Et effectivement, c'est vrai. Mais je pense que malheureusement, le no-code, c'est quelque chose de tellement visuel. Et là, on n'a pas le temps de montrer des interfaces, etc. Mais j'invite vraiment les gens à aller regarder ces outils. On peut tous les tester gratuitement pour comprendre un peu ce qu'on évoque, quoi. Non, mais Clara a raison. On va éviter de faire du name dropping de tous les outils possibles et imaginables parce que pour nous, ça nous parle. Mais on va essayer de rester assez conceptuel pour l'instant. Mais voilà, Alexis a raison. Ce ne sont que des outils qu'on a cités là en pagaille. Il n'y a pas de... Mais pas par hasard. Et pas par hasard. Ceux-là sont importants, sont représentatifs, je pense, de ce que je voulais. Mais d'ailleurs, on va en reparler un tout petit peu juste après, puisqu'on va se demander comment on démarre et avec quels outils. Et Milan, tu faisais le pont avec ma question suivante en disant c'est un peu le Covid ou les confinements qui ont fait que ça fait naître un nouveau besoin d'usage du no-code ou ça l'a fait décoller. La question que je vous pose, c'est finalement, c'est qui les utilisateurs de ces techno no-code ? À qui c'est destiné toutes ces plateformes ou outils no-code ? C'est intéressant parce que je pense que suivant les approches, justement, on va avoir peut-être une réponse différente là pour le coup. Mais c'est vrai que nous, on a cette vision on parle beaucoup d'outils no-code, de Airtable, de Zapier, etc., donc de l'automatisation. Et ça, je pense que ça
un outil comme Airtable, bon, désolé, un outil de gestion, enfin voilà, de base de données comme Airtable peut vraiment servir à tout le monde, quoi. Et donc c'est là où nous on a moins segmenté forcément les gens qui, mais vraiment je pense que c'est quelque chose, et c'est ça qu'on voit, c'est ce truc très démocratique, c'est vraiment ça peut aider tout le monde à faire des choses qui auparavant étaient réservées aux développeurs, quoi. Ok, donc là une vision très généraliste. Est-ce que côté Milan, Florent, vous avez une vision plus, je sais pas, plus segmentée des utilisateurs des outils ou des technologies no-code? Ouais. Enfin, je suis en accord avec Alexis sur le fait que ces outils no-code, sur l'accès, aujourd'hui, tout le monde peut y avoir accès. Et c'est assez facile de finalement créer des premières choses, des premières briques, des premières fonctionnalités, des premiers projets. Mais la question, c'est qu'après, c'est là où peut-être on va diverger, c'est-à-dire que pour le prendre en main de manière professionnelle, peut-être faire des prestations avec, peut-être monter sa boîte avec les outils no-code sur quelque chose d'un peu plus complexe, etc. Je pense que d'un point de vue professionnel, par contre, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a des sous-jacents de ces outils no-code qui sont liés en fait à des questions de fonctionnement du web, de programmation d'API, etc., qui sont aujourd'hui, moi, je considère qu'en fait, tout le monde peut arriver à prendre en main en fait ces concepts et ces notions, mais par contre, ça demande un peu plus de travail qu'effectivement juste s'inscrire sur une plateforme et créer quelque chose. Donc, je sais même pas si on diverge hein, finalement, Mais Alex, peut-être sur ça. que, ouais. Mais... Non, mais peut-être que ce que tu voulais, mais peut-être du coup Florent le fera sa réponse. Mais toi, tu veux vraiment qu'on te dise à qui peut servir le no-code, quoi, peut-être. C'est ça ta question. Ouais, moi ce qui m'intéresse, et je pense les gens qui nous regardent aussi, c'est de savoir, voilà, là on a une espèce de gros bloc qui s'appelle le no-code dans lequel on encapsule beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des questions aussi sur le chat de gens qui disent, bon bah voilà, est-ce qu'un CMS de type WordPress qui existe depuis quand même belle lurette, qui a je sais pas quel pourcentage du marché des CMS, mais je crois que c'est colossal, hein, 25. on doit être au-dessus de 25, c'est ça, 25%? Ouais, ce qui est quand même absolument colossal. À quel point demain WordPress pourrait se rebrander en outil no-code finalement. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est un outil no-code. C'est juste c'est Voilà. la génération d'avant. Et pareil pour Wix. Enfin, Donc ils refont un rebranding sexy demain où il y aura marqué de no-code plateforme. Je suis pas sûr qu'ils en aient besoin, mais ils pourraient. Ouais. Mais on sait jamais, après, on sait jamais. c'est un outil qui est très spécifique. WordPress, pour moi, c'est un outil, enfin, on va pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais qui permet de faire des sites web, qui permet de publier du contenu. On parle pas du tout de la même chose. On peut pas faire des applications avec, on peut pas faire des choses dynamiques, c'est pas le sujet. Complètement. Donc pour faire le pont, oui, ma question, c'est vraiment de se dire, ok, là, on a des gens qui nous regardent, va y avoir des gens qui vont avoir envie de lancer un business et qui ne connaissent rien à la tech en général. Va y avoir des gens beaucoup plus pros et ça va faire le pont avec les product managers, hein, qui est un peu le fil rouge quand même de nos talks cette semaine, qui eux aussi vont se dire, bon, bah voilà, moi je suis PM sur une plateforme qui est développée dans du code traditionnel, entre guillemets. Est-ce que le no-code, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Et c'est ça que j'ai besoin un peu de... Est-ce qu'il y a une cartographie où vous avez, quand vous transmettez tout ça, vous vous dites, bon, tu es dans telle case, même si c'est pas bien de mettre les gens dans les cases, mais tu es dans telle case, tu vas plutôt aller vers telle catégorie d'outils ou tel cas d'usage. Bah, Florent, peut-être si tu veux aussi répondre à ça. Pour le coup, je pense que je suis un bon élève dans le sens où je suis à la fois PM et j'ai découvert le no-code. Je pense que le point d'entrée du no-code, très souvent, c'est sur un usage personnel de type donc soit productivité, soit pour créer un side project. Ça a été le cas pour moi. En plus, ça résonne avec ce que tu dis, Milan. Durant le Covid, j'avais ce besoin de sortir un petit peu de chez moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Je suis PM à travers, du coup, la découverte du no-code. Donc, je trouve que c'est le premier point d'entrée. Et après, dans quel contexte, dans quel usage, dans quelle case, même si ce n'est pas les cases, il faut vraiment avoir cette approche aussi product dans le no-code, c'est-à-dire vraiment partir du besoin pour arriver à la solution qu'on veut construire et pour la solution, identifier le ou les outils pour la construire. Et non pas l'inverse, même si aujourd'hui, très souvent, on est tenté par les buzzwords, notamment Bubble, et les gens vont faire 3 semaines de découverte de l'outil sans savoir déjà ce qu'ils veulent faire et ne sachant pas non plus pourquoi ils le font. Donc, c'est vraiment ça qui est important, je pense. Le mindset à avoir, c'est vraiment la démarche product qui, je trouve, est transposable dans tous les métiers, dans toutes les industries, mais surtout dans le no-code. On part du besoin, du problème, on arrive sur la solution qu'on veut construire, et de là, on identifie les outils. Et après, on va voir, parce que identifier le ou les outils, ça reste le frein le plus problématique, je trouve, aujourd'hui sur le marché, et non pas ce qui va suivre, la formation, etc., etc. Ok, vas-y Milan. Ouais, excuse-moi, je fais suite à ce que tu dis parce que moi je suis entièrement d'accord avec ça et c'est des choses qu'on voit,
que je vois moi, dans le cadre de mon bootcamp en fait à fond sur cette question produit. Et c'est ce qui est ramené en fait souvent sur les utilisateurs, les interviews en fait que j'ai avec les différents candidats. C'est des gens en fait qui dans un premier temps ont testé un outil. Et il y a un côté hyper grisant sur ces outils no-code, c'est qu'en fait ils sont d'une accessibilité incroyable. Et franchement, moi aussi, je me suis fait avoir. Donc, j'adore passer du temps, d'essayer une nouvelle fonctionnalité. Mais au bout d'un moment, on se rend compte en fait de deux choses. C'est souvent ce qu'on fait. Si on part pas d'une problématique, d'une part, ça sert à rien. Donc, ça va servir à personne. Mais bon, il y a un côté un peu geek finalement dans ce truc-là. Bon, moi, ça me va bien à titre personnel. Mais bon, c'est sûr que pour faire du produit sur le long terme, ça peut être compliqué. Et surtout, le problème, c'est que moi, la plupart des gens n'ont pas en fait les sous-jacents du web et en fait, il va leur manquer typiquement au moment dès qu'on va parler d'API, tout le monde va être un petit peu complètement désarçonné, notamment pour des personnes qui n'ont jamais fait web avant. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, dans un premier temps, vraiment partir de la problématique et ensuite vraiment essayer de construire petit à petit son produit et sans empiler des fonctionnalités qui peut-être sont faciles à construire, mais qui ne servent pas l'utilisateur. Ça, je pense que c'est un vrai point à garder en tête et que les personnes qui se mettent sur les sujets no-code n'ont pas nécessairement parce qu'effectivement, il y a ce côté grisant. Absolument, oui. Ça, c'est pour le coup un vrai sujet de PM. Et Exactement. Le no-code doit se nourrir aussi de toutes ces influences, de l'UX, du PM, du design, enfin, toutes ces choses-là au service. Finalement, le no-code, c'est que les outils, au service de toutes ces compétences pour les mettre en œuvre. Ok, super. Là, on a fait le pont avec ce métier de product manager. Bon, alors, je pense que dans l'audience, 98% des gens savent ce que c'est qu'un product manager ou les métiers produits, mais pour qu'on soit au même niveau d'information, on va dire que vraiment le job de product manager, c'est d'être responsable de tout le cycle de vie d'un produit. Voilà, des phases un peu initiales où on imagine ce qu'on va faire, on essaie de bien comprendre le besoin auquel on va répondre, jusqu'à des choses qui sont tout aussi importantes que la conception, c'est-à-dire faire vivre le produit, itérer, améliorer les fonctionnalités et en créer des nouvelles. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, je pense que c'est assez évident pour les gens de dire que les outils no-code, ça permet de mettre le pied à l'étrier quand on est un entrepreneur ou quand on a envie de lancer quelque chose d'un peu nouveau, de tester à moindre coût. Comment on peut l'utiliser quand on est un product manager, qu'on est dans une boîte qui tourne, déjà, qui a déjà un ou plusieurs produits, et qu'on a envie comment on peut bénéficier du no-code? Je prends la main parce que pour le coup, je l'ai ressenti personnellement chez GoJob. Durant GoJob, pendant 6 mois, j'ai vraiment eu la casquette de PM et de no-codeur. Je pense que la première raison pour laquelle on mise sur le no-code, et c'est aussi du coup le bénéfice principal, c'est de pouvoir livrer encore plus rapidement de la valeur et de l'impact à nos utilisateurs, à nos stakeholders. C'est ça pour moi le plus gros des bénéfices. Et surtout, ça réduit, de par les outils, la durée de la conception et la durée de la délivrée. Naturellement, ça va réduire aussi le risque pour ceux qui priorisent un petit peu les évolutions. On est vraiment sur un petit peu l'approche de MVP, de MVF, donc Minimum Valuable Product ou Minimum Valuable Features, où on est vraiment sur une approche itérative de livrer le plus petit possible quelque chose qui est fonctionnel. Donc c'est là où le no-code va naturellement beaucoup plus rapidement qu'en passant en dev. Donc finalement, c'est la même logique qu'on a aujourd'hui lorsqu'on priorise ces fonctionnalités avec ses développeurs, sauf que là, du coup, on est encore plus habile, plus véloce, et c'est vraiment là où il y a vraiment de la puissance. Et je pense qu'il faut vraiment aussi s'enlever de la tête, et ça, c'est un énorme biais, je trouve, que je rencontre, que no-code, c'est uniquement pour des MVP ou des MVF. C'est pas vrai. Le no-code, c'est une solution qui est pérenne, qui est scalable. C'est juste que du coup, c'est beaucoup plus complexe à rendre la solution scalable et pérenne parce qu'il faut maîtriser justement vraiment l'outil, la méthodologie, etc. Mais c'est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de MVP pour des solopreneurs et pour des TPE-PME. On peut aussi, bien sûr, en environnement startup scale-up. C'est ce que j'ai fait chez GoJob qui a été un vrai succès. Donc ça peut l'être aussi pour vous. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu dis c'est beaucoup plus dur. Alors finalement, pourquoi le faire si c'est beaucoup plus dur que de le faire avec du code traditionnel pour scaler? En fait, l'accessibilité, bizarrement, on dit que les outils sont accessibles, mais finalement, lorsqu'on a déjà un produit existant, lorsqu'on a déjà des développeurs, un DPM, c'est beaucoup plus dur d'amener cette technologie-là, justement.
de par les freins que je citais auparavant, et on va y revenir, je pense, après, le choix des outils, comment on va travailler justement une nouvelle méthodologie qui n'est pas encore, entre guillemets, il n'y a pas de standard aujourd'hui de Stripe, no-codeur, etc. Donc finalement, on part un petit peu sur une nouvelle pratique du product management, et je pense qu'on est un peu à ses débuts. Donc c'est un enjeu un peu risqué d'amener cette technologie, mais encore une fois, pour l'avoir fait chez GoJob, même si mon CTO au début disait, mais là, on y croit, mais ça ne marchera peut-être pas. Mais finalement, maintenant, ils ont, et Thibaut qui sera invité cette semaine en parlera encore mieux que moi, ils ont 3 profils maintenant qui font uniquement du code à full time. Ok. Après, ça dépend un petit peu aussi de la manière dont tu vas appréhender, parce que tu vois justement ce que tu évoques, c'est quand même quand tu veux essayer de mettre du no-code dans le produit principal, mais il peut y avoir aussi toutes ces visions, on a vu, je sais pas, moi chez Luco, quand j'avais interviewé les gens, je trouvais ça hyper intéressant, c'est des expérimentations à part, quoi. C'est-à-dire il y a le produit, et puis s'ils veulent faire une nouvelle version du produit pour aller adresser par exemple peut-être un nouveau segment de marché, ils vont d'abord tester en no-code, voir ce que ça donne, peut-être mettre à la poubelle, peut-être itérer beaucoup plus vite, et là il y a un petit peu moins les frictions que tu évoques, mais qui sont très vraies, néanmoins. Non, Milan, tu voulais ajouter un ouais, truc, je pense, c'est vraiment pour compléter aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, pour moi, il y a deux éléments en fait sur ces outils no-code. Quand on arrive dans une boîte, il y a effectivement le produit principal dans lequel effectivement, je pense que ce que tu disais avec Luco était très intéressant. Est-ce qu'on peut faire des itérations en fait assez rapidement sur le sujet ou rajouter en fait des fonctionnalités qui seraient pas encore dev pour voir à peu près ce que ça donnerait et aller plus rapidement en fait sur le produit, ça c'est intéressant. Et puis je pense qu'il y a quand même toute la partie outillage des équipes, outillage des produits finalement annexes qui sont là pour faire tourner la boîte, qui sont juste un autre pan extrêmement important en fait des outils no-code. Et je pense encore une fois, il faut se replacer dans le contexte. Ces outils, c'est là où justement il y aura plus, pour moi, pas du tout en fait ce débat entre développeurs, no codeurs en fait, où en fait chacun a du sens à trouver en fait sa place en fonction du contexte et du produit. Soit c'est un produit externe, soit c'est un produit interne. Et ça, c'est hyper intéressant à voir parce qu'on va voir des vraies distinctions justement sur alors peut-être ces profils, mais en tout cas, moi je considère qu'un produit, que ce soit en externe ou un produit lié aux équipes, ça reste du produit quand même. Et donc pour moi, c'est de la responsabilité de personnes qui font du produit. Alors dans mon cas, effectivement, j'appelle ça des product builders. Peut-être que c'est des PM qui vont faire ça, mais vraiment avoir cette distinction permet déjà de savoir en fait à quelle phase et à quel moment on va intégrer ces outils no-code en entreprise. Moi, ce que j'ai vu souvent, quand même, enfin un mot, mais c'est que souvent quand même, enfin dans les startups, on va dire que les devs, startup ou scale-up, les devs sont concentrés sur le produit de la startup, et puis le no-code peut être utilisé, comme le dit très bien Milan, sur les ops, vraiment, c'est pas de meilleur mot, pour augmenter la productivité, peut-être des sales, tout ça, peut-être tester des fonctionnalités. Enfin, voilà, il y a un truc clair. Et souvent, moi, je me souviens de CEO qui me disait, moi, je veux pas que mes devs ils passent du temps à aller développer un petit CRM pour des sales, quoi. Enfin, bon, je caricature un peu, mais les devs, ils sont concentrés sur le produit, ils doivent aller vite. Il y a des enjeux de stabilité, de sécurité. Ils doivent être concentrés, quoi. Il y a l'aspect aussi automatisation, qui est souvent aussi un peu le point d'entrée, je trouve, dans ces environnements-là, et la partie aussi un peu marketing. Ça fait un petit peu écho avec le Dynamic Talk qui sera dédié au landing page et site vitrine, où souvent on a le département de marketing qui font appel, en tout cas qui veulent faire appel à des développeurs pour développer leur site vitrine. Et c'est là aussi le no-code permet de rendre un petit peu indépendants les différents services, que ce soit les ops, mais aussi à terme les admins, etc. Surtout dans les grands comptes, ça s'est vachement magnifié ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que faire travailler des informaticiens d'une DSI pour faire une landing page pour un événement, ça n'a aucun sens, c'est hors budget, hors délai, enfin, il n'y a pas du tout l'agilité nécessaire, quoi. Super, j'aimerais plusieurs choses, qu'on prenne quelques questions, parce qu'il y en a beaucoup qui nous sont posées là sur le chat et beaucoup qui sont assez passionnantes d'ailleurs. Je pense que vous les voyez défiler comme moi. Ouais. Il y a beaucoup de réponses aussi, c'est bien. Et il y a beaucoup de réponses, donc c'est bien, on n'a rien à faire. Florent qui font des nickel, réponses, on n'a rien à faire. Ouais. La modération se fait toute seule. Et juste vous donner quelques stats aussi, puisque sur ces problématiques de quel est l'usage des outils no-code ou des plateformes no-code, dans le sondage que Florent avait lancé, donc on voit que c'est 74% des répondants donc, qui utilisent du no-code, c'est pour automatiser des processus internes. Donc ça rejoint une des choses que vous avez dites.
57%, c'est pour créer des outils de gestion de projet, de documentation, de wiki. Donc là, on va beaucoup penser à du Notion, ce genre de choses, évidemment. 41% pour construire des MVP. Alors là, on peut imaginer deux cas de figure. Soit c'est le MVP dont tu parlais, Florent, soit c'est le MVP, je lance ma boîte, je teste un concept. Soit c'est le MVP, je suis PM, je suis sur un produit, mais j'ai envie d'explorer une fonctionnalité peut-être un petit peu à côté de mon cycle de dev traditionnel avant d'éventuellement de la réintégrer. Alors ça, c'est une question aussi qui a été posée et qui n'est pas facile. Et le dernier use case qui revient, c'est le fameux site vitrine landing page. 40% des gens qui répondent que c'est un de leurs usages du no-code. Et ce qui est très intéressant sont les stats inverses. Il n'y a que 4% des gens qui utilisent le no-code pour construire le produit principal de l'entreprise. Alors, je pense que cette stat, elle s'explique aussi par le manque de recul sur ces technos. C'est que si on a créé la boîte dans la dernière année et demie, si on prend toutes les boîtes créées les 10 derniers mois, on aura peut-être plus de pourcentage. Évidemment, si on prend l'historique des boîtes, il y en a peu qui basent tout sur les technos no-code. Alors, sur les questions, on va essayer de regrouper ça un petit peu dans le concept de limite du no-code, parce que je reprends une remarque qui a été faite qui dit, quand on lit les plaquettes, quand on ouvre les outils, on a l'impression qu'on peut juste tout faire. Voilà, que c'est la réponse miracle à toutes les problématiques. C'est vrai ou pas? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a des limites. Moi, je dirais juste, sans rentrer dans le détail, mais tous les outils, même Bubble, qui est peut-être celui le plus puissant, parce que c'était évoqué, on ne peut pas tout faire avec Bubble, clairement pas. Tout ce qui est de l'algorithmique un peu avancé, je sais pas, il y a plein de choses faites sans rentrer trop dans le détail, mais il y a plein de choses qui sont encore aujourd'hui que possible de faire avec des devs, quoi. Enfin, je sais pas d'ailleurs si vous avez peut-être des exemples plus parlants, mais juste, je vais dire juste un truc peut-être, c'est que je pense qu'il y a des outils où c'est un bienfait qu'ils ne puissent pas tout faire. Des outils qui sont comme plus, je ne vais pas reciter, mais moi j'ai tellement l'habitude de tout le temps appuyer sur les outils, mais ils te mettent dans des rails en fait. C'est-à-dire, si tu veux faire une application mobile, tu n'as pas besoin d'aller tout gérer, la police de caractères, des trucs, les gens se perdent un peu là-dedans. Et des fois, le fait qu'il y ait des limites, je pense, a des vertus. Mais il y en a, elles sont claires. Moi, je vois les limites en fait de 2 points. En fait, il y a des limites déjà pour, je pense, si tu vas aller plus loin en fait sur des personnes qui n'ont, encore une fois, je vais revenir peut-être sur ce que je disais avant, mais si tu comprends pas ce que c'est qu'une API, si tu sais pas comment fonctionne en fait un front et un back, si tu n'as pas quelques peut-être notions d'algorithmie, il y a certains outils, si tu veux aller plus loin pour construire en fait ton application, tu vas être un petit peu tiré vers le bas parce que tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux faire. Donc ça c'est la première des limites, c'est finalement peut-être formez-vous pour comprendre en fait le web dans un premier temps. Vous allez voir que vous allez dépasser cette étape. Et ensuite il y a une seconde limite qui est celle de est-ce qu'effectivement on pourrait refaire en fait un vrai Facebook en no-code, est-ce qu'on pourrait refaire Photoshop en no-code? En fait, peut-être qu'un jour on pourra les refaire, mais eux, ils ont des problématiques auxquelles vous ne serez jamais confrontés. Facebook, en fait, avec des outils comme Bubble, tu peux déjà reconstruire en fait des histoires de groupe, etc. Mais eux, ils ont des problématiques telles en fait de scalabilité que vous n'aurez jamais en fait ce genre de truc. Donc les limites, en fait, ils vont être en termes de scalabilité, ils vont être en termes d'algorithmie, ils vont être en termes du projet global. Mais je pense que ça, c'est vraiment... ça représente quoi, en fait? Est-ce que ça représente 10, 20, 30% en fait, du marché? Est-ce que 60-70% du marché n'est pas adressable déjà par les outils no-code? Je pose la question un peu de manière naïve parce que je n'ai pas la réponse à ça. Mais aujourd'hui, de ce que je vois, c'est quand même pas mal de projets que soit moi j'ai testé, soit que des gens m'ont pitché, soit que je vois être en train de réaliser. La réalité, c'est que j'ai l'impression quand même plus de 50% des projets, des boîtes que je vois se lancer aujourd'hui sont adressables via des outils no-code. Alors, je ne fais pas justement name dropping dessus, dans tous les panels en fait d'outils no-code. Et je pense que vous pouvez déjà y aller en fait sans trop de difficultés. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexis. Parfois, le fait de ne pas avoir de certaines connaissances et d'avoir des limites en termes de rails, ça évite peut-être de faire un peu n'importe quoi en termes du UX. Ça évite de faire un peu n'importe quoi en termes de produits.
Et parfois, cadrer, c'est pas mal non plus. Enfin, pour reprendre, j'imagine, il n'y a sûrement pas trop de dev en fait ici, mais c'est pareil, il y a des bonnes manières de coder, des mauvaises manières de coder. Et donc, du coup, quand on organise son code, il y a aussi des méthodologies, il y a des manières de faire, il y a des langages qui imposent des choses. Et c'est aussi pour nous permettre de trouver une direction et de faire un code qui soit à peu près carré et sur des rails. Et je pense que c'est pas plus mal aussi d'avoir des limites en ce sens-là. Je pense qu'on parle souvent des limites liées aux outils, mais finalement, un développeur qui utilise des librairies, des frameworks, dispose lui aussi déjà de limites. Donc, en fait, il faut vraiment transposer les limites par rapport, encore une fois, au contexte dans lequel on veut faire appel au no-code et par rapport aux besoins. Si on est sur, par exemple, on veut tester, faire un espèce de prototype, finalement, les limites, par exemple, de personnalisation des composants sur l'outil no-code, finalement, c'est même un mal pour un bien dans le sens où on a toujours notre product designer qui va faire une UI mais magnifique, sauf que finalement, on veut juste tester est-ce que ça fonctionne. Et donc là, grâce aux outils qui sont limités, comme le disait Alexis, finalement, on se focus vraiment sur la valeur et sur l'impact. Donc encore une fois, il faut vraiment transposer les limites en fonction vraiment du besoin, parce que finalement, on se retrouve souvent limité en regardant la grille des tarifs, mais finalement, selon ce qu'on veut faire, personnellement, je n'ai jamais été limité. Et surtout, il faut penser que les outils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire qu'on est limité, finalement, on va tuer notre fonctionnalité par potentiellement un nouvel outil no-code. Ou alors, on va finalement le développer en code. Il ne faut pas oublier qu'en no-code, on crée aussi une dette technique, une dette fonctionnelle. Et c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, on le fait déjà en code. Pourquoi ne pas le faire en no-code? Il y a eu pas mal de commentaires sur la scalabilité. Et c'est peut-être un point quand même à adresser, évidemment. Je pense qu'on sera tous d'accord, nous, maintenant, dans l'écosystème no-code, pour dire qu'on peut pousser très loin cette limite de la scalabilité. Néanmoins, elle existe. Ça, je pense qu'il faut être clair. Je pense que c'est pas toujours un souci technique. Les outils no-code aujourd'hui peuvent avoir des performances très intéressantes, notamment grâce à ce qui est sous-jacent, AWS, etc. Par contre, il peut y avoir des limites de budget. Par exemple, un outil d'automatisation comme Zapier, si on l'automatise pour faire des tâches très simples mais qui se répètent énormément de fois, l'outil il va tenir la route, il n'y a pas de problème. Par contre, la facture à la fin du mois, elle va peut-être dépasser la facture des moyens de l'entreprise, mais elle va surtout aussi peut-être dépasser le moment où il aurait fallu payer une demi-journée d'un dev qui écrit quelques lignes de code pour connecter deux API, quoi. Ça, il faut être réaliste là-dessus, quoi. Justement, un peu sur ces questions de limites, j'aimerais me mettre dans les chaussures des grosses boîtes, en quelque sorte. Parce qu'on a souvent, quand on parle de no-code, un prisme start-up, petite boîte, solopreneur, enfin, on va dire des structures peut-être beaucoup plus agiles. Les grosses boîtes, elles ont des problématiques de make or buy, c'est-à-dire est-ce que j'achète un outil sur le marché, est-ce que je le fais développer moi-même? Elles ont des problématiques de scalabilité, on vient d'en parler un peu, des problématiques de sécurité. Et ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous avez des exemples hyper concrets de boîtes qui, justement, font reposer une partie de leur business model sur de l'outillage no-code, sur de la tuyauterie no-code, ou alors un core product no-code. Et je fais abstraction des problématiques de budget, parce que justement, quand ta boîte repose dessus, c'est pas la facture Zapier qui te fait peur, parce que tu as la facture AWS derrière aussi. Enfin, des factures, il y en a d'autres, quoi. Donc, vous avez des exemples concrets? Alors, je pense que Hugo, on aura pas mal d'exemples aussi tout au long de la semaine avec les différents speakers. Je ne serai pas animateur, je les veux, les exemples. Ouais, je suis très frustré. Non, mais moi, je vais parler de la partie sécurité, tout ce qui est stockage des données. Pareil, souvent, on pense qu'on n'aura pas de sécurité parce qu'on est sur les outils no-code. Finalement, dans une stack d'une startup, et même quand je dis startup scale-up, on a déjà des outils du Typeform, etc. Finalement, on a pas mal de données qui sont déjà sur des outils et donc stockées à des endroits qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, on pense que les outils no-code, c'est la même chose. Typiquement, vous avez des outils no-code qui permettent de stocker des données de santé qui sont certifiées par l'État. Et donc là, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Donc, si vous voulez faire une application bancaire ou vraiment médicale, il n'y aura pas de problème. Il suffit de trouver l'outil no-code qui est certifié de données de santé. Encore une fois, voilà, il suffit de trouver le bon outil par rapport aux bons besoins. Alors, bien sûr, après, il y a des problèmes de scalabilité si vraiment on est sur du 500 personnes, du 1000 personnes. Mais pour moi, une boîte, un product de 0 à 200 personnes,
il n'y aura pas de problème de scalabilité, quels que soient les outils, en tout cas choisis. Est-ce que tu peux préciser ta question peut-être? Parce que moi je suis pas sûr de voir ce que tu... Quand tu dis... Au début je pensais que tu voulais parler des grands comptes par exemple, des grandes entreprises. Oui, tout à fait. Mais parce que tu vois, le problème, je pense, c'est juste que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples parce qu'il y a juste pas assez de recul, tu vois. Et toutes ces boîtes-là, de toute façon, elles sont grosses parce qu'elles ont bâti leur business déjà il y a des années et donc forcément avec du code. Et donc, tu vois, tu peux pas. Mais tu peux avoir des bouffes. Hein, tu vois, Lilian parlait d'une banque. Enfin, je vais dire, enfin, c'est Conto. Conto, ils utilisent beaucoup de no-code. Donc, mais tu vois, c'est pas évidemment le core product de Conto qui est construit en no-code, mais parce que de toute façon, ils ont commencé déjà avant l'avènement. Bien sûr. Et très franchement, je crois pas que ça serait raisonnable de dire qu'on pourrait faire une banque avec des outils no-code. Tu vois, mais donc je suis pas sûr qu'il y ait forcément des bons exemples, mais et dans les grands comptes, il y a encore un autre problème, c'est que déjà il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de retard à cause des DSI, etc. Pour des fois légitimes. Mais et ça va venir quoi. Ça va venir, elles s'y mettent. Nous, on fait maintenant beaucoup d'évangélisation, de sessions d'initiation pour des grands comptes. Mais ça veut dire que c'est dans 10 ans, tu vois, que je pourrais te donner une réponse à ta question. Quoi. Non, mais on manque un peu de recul pour l'instant sur l'usage et la pérennité de ces stacks. Hein. Je pense que Hugo, il y a un train de talent aussi dans le sens où un grand groupe qui dispose de 300 développeurs, ça va être compliqué et 50 PM, ça va être compliqué de se dire on va former toutes les personnes au no-code, ce qui va prendre du temps, et donc finalement on va perdre en vélocité pendant un petit moment. Je pense que plus on est gros, on le sait, plus on est lent dans les changements de virage, on va dire. Et donc finalement, plus on est gros, moins le no-code, je pense, peut être amené dans ces environnements-là. Là où on commence tout petit, on le voit, on construit un produit, un MVP, naturellement, demain, il sera en no-code. Donc je pense qu'il y a une notion aussi de frein lié aussi aux humains. Elles sont en train d'être construites maintenant, ces boîtes-là, je pense. Okay. Alors, il y a quand même avant qu'on passe à la suite, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Rapidement, juste un point, parce que quand même, il existe quand même des outils no-code aussi qui sont spécifiquement construits pour des grands comptes. Quand on parle du Mendix ou du OutSystem, c'est vraiment, ça, c'est des trucs, vous allez sur leur site, il faut request démo, vous pouvez même pas les tester. Hein. Donc ça, c'est directement des outils qui sont construits pour des grandes entreprises. Vous regardez les clients, c'est des banques, c'est vraiment des très, très grosses boîtes. Donc, effectivement, cet écosystème n'est pas très connu du grand public, mais il existe et il est performant. En fait, c'est Mendix ou OutSystem, c'est quand même des très grosses boîtes en fait qui proposent des outils no-code dessus. Et puis, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'écosystème no-code. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais bien en fait amener, qui s'appelle le RPA. Robotic Process Automation et notamment avec des outils, alors je suis désolé on parle d'outils mais tant pis ça fera plein de culture pour tout le monde, avec des outils comme Automation Anywhere, Blue Prism ou UiPath qui sont en fait aujourd'hui utilisés par un paquet de grands comptes dont l'objectif en fait c'est simplement de créer, en fait, sans avoir à coder des différents robots pour faire justement des tâches que des gens faisaient avant, cliquer sur tel lien, rentrer dans tel dossier, mettre le mail à tel endroit, etc. Et d'automatiser toutes ces tâches. Et donc, ça, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est encore réservé à des très grosses boîtes. Mais à l'inverse, on pourrait aussi regarder en fait ce que font les grosses boîtes pour l'amener aussi dans les startups et ça serait assez intéressant. Donc voilà où en sont, je pense, les grands comptes sur le sujet no-code actuellement. Ok. Bon, on va pouvoir parler d'outils. Enfin, vous allez pouvoir balancer du nom à gogo de toutes les plateformes et outils que vous connaissez. Où est-ce qu'il y a aujourd'hui des espèces de référentiels de plateformes no-code? Alors, j'ai vu passer pas mal d'infographies sur LinkedIn, évidemment, mais est-ce que vous, sur vos propres médias, puisque vous êtes tous animateurs dans ce domaine-là, vous avez des sources de données, des références qui cartographient les outils, les catégorisent, les mettent en face de use case, par exemple? Ça existe, ça, ou pas encore? C'est pas évident. Hein. Enfin, je pense qu'on s'est tous un peu posé la question d'essayer de faire ce truc un peu magique où tu lui dis ce que tu veux faire et il va te dire la stack qui va avec. Je sais pas si quelqu'un a réussi, j'ai vu quelques petites tentatives. Nous, en tout cas, on n'a pas réussi. Nous, on a pris un parti un peu différent. Du coup, je vais pas citer d'outils, je vais faire l'inverse encore une fois. Mais non, mais on a fait une formation où on t'apprend à choisir tes outils, quoi. Okay. On s'est dit, ça, c'est te donner des critères, c'est une formation qui est gratuite, donc tout le monde peut y accéder. On fait un peu un historique du no-code, etc. Effectivement, on fait un petit panorama, mais l'idée, c'est de se dire, il y a tellement d'outils, ce qu'il faut, c'est faire preuve de discernement et avoir les bons critères, et puis un peu apprendre à choisir, quoi. Ok.
Après, je pense qu'on peut aussi peut-être, dans un premier temps, essayer de découper un peu l'application de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut faire en fait un petit site, on veut faire du front, ou est-ce qu'on veut faire du back avec de l'automatisation, construire des bases de données, ou justement mêler ensemble le front et le back en fonction de l'application qu'on veut faire. Et là déjà, peut-être que ça met en fait des cases, et ensuite on peut essayer de mettre des outils en face justement de ces problématiques-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, quand je pense une application, quand je conseille des gens, c'est d'abord finalement reprendre en fait ce que disait disait Florent en fait sur on fait du product et donc d'abord on doit partir d'une problématique. Voilà, pas se lancer dans n'importe quel outil parce que peut-être que c'est pas le bon. Quelle est la problématique? Qu'est-ce que tu veux construire? Et ensuite essayer de mettre en face des outils qui conviennent bien. Et bon là. Je pense que c'est la difficulté, c'est qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec plein d'outils qui sont disponibles pour construire à la fois ce front et ce back. Et donc du coup l'idée c'est peut-être d'essayer de faire en sorte de mettre les outils en face des bonnes problématiques. Et je pense que ça c'est important. Après la bonne question ça serait comment est-ce qu'on choisit un bon outil? Alors, je ne sais pas, ça ne devait pas être ta question, donc du coup, je la pose pas, mais c'est une vraie question. Mais elle est liée. Hein. Je veux dire, on est un peu dans la même problématique. Je pense que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens, comment je vais m'équiper en matériel audio-vidéo pour avoir une qualité de caméra comme celle d'Alexis, une super voix grave de Barry White comme celle d'Alexis. Et finalement, avoir tout ce setup audio, matos, c'est un peu la même problématique que de combiner des outils no-code. C'est que l'offre, elle est assez pléthorique aujourd'hui. Il y a des outils, il y a des plateformes qui peuvent couvrir un scope hyper large. Il y a des outils. On ne va pas rentrer dans la distinction entre les deux, mais il y a un très bon épisode de Contournement qui traite du sujet. Et justement, entre les deux, c'est pas facile de savoir comment les combiner. Et je pense qu'on est encore dans c'est en ébullition en ce moment, cet écosystème-là, et ça manque peut-être de standards de fait. Peut-être Bubble, Webflow. Alors, non, il y a un point, vraiment sur lequel, à la limite, que moi j'insiste en fait et sur que j'ai pas mal regardé par exemple pour mon bootcamp, comment est-ce qu'on choisit le bon outil, parce qu'en vrai il y a tellement d'outils, nous on a 8 semaines, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre en 8 semaines et sur quel outil on se base, parce que il n'y a pas 8 outils, hein, donc c'était pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait pour choisir ça? Nous on a choisi effectivement ces distinctions entre front et back pour essayer de trouver les bonnes technologies qui vont ensemble. Et comment est-ce qu'on choisit un outil? Moi je regarde déjà son historique. Est-ce que c'est un truc qui vient juste de sortir sur Product Hunt ou ça fait déjà quelques années qu'ils y sont? Ça fait vraiment une différence. Quelles sont les fonctionnalités qu'ils proposent? Ah, il y a du front, ah, il y a du back, on peut automatiser des choses, etc. C'est intéressant. Ensuite, est-ce qu'il y a une communauté? S'il y a un outil où il n'y a pas de communauté, franchement, déjà, moi, je pense que ça sent mauvais, ou alors c'est qu'il est trop jeune, et il ne faut pas trop parier dessus parce que c'est compliqué. Pour parler de Webflow, de Bubble, d'Integromat ou de Zapier, il y a déjà des grosses communautés, donc oui, on peut parier dessus. Le pricing, ce que disait effectivement Alex, c'est intéressant, mais à la fin, faut regarder la facture, donc ça peut faire un peu mal parfois. Et ensuite, les levées de fonds. Parce que est-ce que c'est un petit outil qui effectivement sur lequel il y a une petite communauté, mais s'ils sont à court de fonds, c'est un peu compliqué. Encore une fois, dans le cas des outils qu'on a cités auparavant, c'est des boîtes qui sont très très bien fondées, donc l'avenir semble à peu près bon pour eux, donc j'ai envie de miser dessus. Voilà, moi ça serait un peu mon triptyque en fait, en tout cas les 5 points que je regarde avant de me mettre sur un outil, ce qui ne veut pas dire que je ne regarde pas les petits outils sur Product Hunt. Si on fait la liste, Alexis, peut-être justement la liste des... C'est quoi les 5 noms clés à retenir dans les outils? C'est difficile parce qu'après on a un peu... Non, mais je veux dire, il faut que tout le monde doit regarder Bubble, Webflow. Je pense que c'est indispensable. Airtable, pour moi, c'est aussi indispensable. Mais après, c'est toujours une question d'objectif, donc c'est pour ça que c'est difficile. Ouais. Et puis Zapier ou Integromat. Et puis voilà. Est-ce que Notion est un outil no-code ou pas? Ça, je vous laisse débattre dans le chat de ça. Mais je pense que c'est vraiment... Il faut faire attention aussi. C'est vrai qu'on aime bien parler des outils, mais il faut d'abord penser au projet, il faut d'abord penser à tous ces critères. Voilà. Enfin, comme le disait Milan. D'ailleurs, Milan, dans un podcast, je crois que tu avais paraphrasé Rabelais. Je ne sais plus ce que tu avais dit exactement, mais j'avais trouvé ça marrant. No coder sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est ruine du projet, non? Tu avais dit, non? Ruine du projet, je sais plus ce que j'avais dit. Vous réécouterez. J'avais trouvé ça pas mal, ouais. Très bien. Tu vas rebrander ton podcast philosophie and money and no code. Je sais pas si les trois sont compatibles, mais...
Ouais, si, je suis sûr. Bon, on arrive au bout de ce talk. Merci beaucoup, messieurs. Je regarde s'il y a quelques questions qu'on peut essayer de prendre quand même avant de conclure. Il y a beaucoup de questions, hein. Moi, j'invite vraiment les gens qui ont plein de questions et qu'on n'a pas pu adresser là à venir dans la communauté No Code France et les poser. Et il y aura plein de gens Alors, comment on y répondront. accède? Donne-nous l'info. Comment on y accède? C'est nocode-france.fr et dessus, il y a un lien pour aller sur le Slack. Super. C'est ouvert à tout le monde. Vous serez bien accueillis normalement. Voilà, il se passe plein de choses. Il y a une veille toutes les semaines qui est faite par Julien, que je remercie encore une fois. On le remercie dès qu'on a l'occasion. Tous les vendredis, on a justement cette veille avec ces petits outils obscurs qui viennent de sortir. Et puis aussi toutes les news, parce que les gros outils sortent aussi régulièrement des nouveautés. C'est pas facile de se tenir au courant. Donc voilà, ouais, il y a plein de discussions. Gros big up à cette communauté, d'ailleurs, pour le coup, parce que si on doit comparer par rapport, en règle générale, on dit toujours que les États-Unis sont toujours en avance sur nous, et puis on regarde toujours ailleurs, et on n'arrive pas à faire quelque chose. Là, franchement, quand même, force est de constater, sous l'impulsion, effectivement, de contournement et de quelques autres acteurs, que c'est une des communautés les plus actives, non pas de France, mais du monde. Et ça, c'est vraiment une chance en France qu'on a, en fait, de pouvoir avoir cette communauté qui est là. Et je pense qu'effectivement, sur les outils no-code, et c'est ça qui me donne vraiment envie de m'y impliquer, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. La France va vraiment être leader sur ces sujets. Et je pense que No Code France fait vraiment partie de ces premiers précurseurs et qu'il faut absolument aller rejoindre cette communauté pour aller envoyer du bois, tout simplement. Il y a des outils français, par curiosité, justement, Bien pour sûr. conclure là-dessus? Oui, moi je pense à XAR, Benoît-Marie, qui sera aussi speaker cette semaine, qui est un outil, on va dire, un peu le bubble, mais du B2B, qui est un super outil que j'utilise personnellement. Donc oui, il y a des outils français, il y en a beaucoup même. WeWeb. Il y a WeWeb, en effet. Très cool. Il y a on n'est pas qu'acteur de la communauté, on est aussi acteur du produit dans le domaine de code. Typetonic, et c'est intéressant parce qu'il y en a qui utilisent le Slack un petit peu comme un canal de support et aussi de communication aussi évidemment, mais aussi ils documentent. Il y a aussi des plus petits projets, je pense à Zilio par exemple. C'est Didier qui est tout seul qui fait son outil no-code, un vrai outil no-code pour faire et ils documentent ça, ils s'appuient sur la communauté, ils font des calls et franchement c'est hyper beau à regarder, quoi. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous les postez en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur SuperPM et sur Tiga, n'hésitez pas à nous pinguer sur nos réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.